Je pense que le plus grand risque pour un troupeau, c'est d'avoir un éleveur qui est isolé. Les épizooties aujourd'hui sont un problème vraiment actuel. Ça entraîne des pertes supplémentaires pour l'éleveur. Grippe aviaire, tuberculose, Covid ou la rage, ces noms, vous les connaissez bien. Ces maladies ont toutes un point commun, ce sont des épizooties. Mais qu'est-ce qu'une épizootie? On vous explique. Une épizootie, c'est une épidémie, mais chez les animaux. Tout commence lorsqu'un agent infectieux entre dans un élevage. Pour pénétrer un élevage animal, il lui faut un vecteur. Cela peut être un insecte piqueur, c'est ce qu'il s'est passé pour la dermatose nodulaire bovine. Certaines espèces de mouches ou de tans viennent de loin. Elles sont endémiques de Tunisie, Algérie, Libye, et elles arrivent sur notre territoire par l'intensification des échanges mondiaux. Elles piquent alors les vaches françaises et transmettent le virus. Les vaches, non immunisées, développent alors une forme pathogène de la maladie. Et plus nombreuses elles sont dans un élevage, plus vite se propage la maladie. Cela peut se faire par la salive ou par les airs. Ça, c'est ce qu'il se passe à l'échelle d'un élevage. Mais comment la maladie se propage à l'échelle d'un pays? Par la mondialisation. Si on prend l'exemple de la vache laitière, les veaux mâles sont parfois envoyés dans d'autres élevages, où le lait peut être vendu à l'autre bout du territoire. D'autres foyers d'infection apparaissent alors. L'infection se diffuse ensuite à grande échelle. C'est l'épizootie. Autre mode de contamination, l'alimentation. C'est le cas par exemple de la peste porcine. Enfin, une autre forme de contamination a lieu au contact de la faune sauvage. Pour nourrir toujours plus d'êtres humains, il faut des terres agricoles. Pour les trouver, l'homme grignote sur les terres sauvages et repousse constamment les habitats naturels au profit de l'agriculture. Les espèces sauvages ont donc des territoires de plus en plus restreints et entrent en contact avec les espèces d'élevage. C'est le cas de la grippe aviaire, véhiculée par les oies sauvages en 1997, ou la peste porcine, propagée par les sangliers sauvages en Europe de l'Est en 2019. Les épizooties se sont multipliées avec l'intensification de l'élevage. Claire, éleveuse de vaches laitières dans le Maine-et-Loire, en est témoin. Donc là, je vais aller bloquer les cornadis pour qu'on puisse appréhender les vaches. Donc quand elles sont bloquées aux cornadis, on peut appréhender l'animal en sécurité et faire les soins qui sont nécessaires. Une fois qu'on a fait les soins, elles n'ont plus de raison d'être bloquées. Donc en fait, on les débloque et puis elles font leur petite vie après dans la stabulation. Là, en ce moment, on est en période hivernale, donc elles n'ont plus accès au pâturage, mais en période printemps, été, automne, dès qu'on a fini les soins, on les débloque et elles ont accès au pâturage. Elles peuvent aller en extérieur. Cet été, autour du 15 juillet, on a été confrontés à la FCO sur l'exploitation. La FCO, c'est une maladie qui est transmise et véhiculée par des moucherons qui vont piquer les vaches et donc transmettre la maladie. On a commencé à avoir une suspicion parce qu'on a eu une vache qui a déclaré des symptômes, qui était malade. Elle avait de la température, elle ne produisait plus du tout de lait. Elle était vraiment dans un état d'abattement en fait. Et du coup, comme on était face à ces symptômes sans trop savoir quoi faire, en fait, on a contacté nos vétérinaires sanitaires. On a utilisé des anti-inflammatoires pour essayer de baisser la fièvre au maximum et aider les animaux à faire face au virus. Dès l'instant où on va utiliser des anti-inflammatoires ou des antibiotiques, on a des délais d'attente à respecter, c'est-à-dire que le lait doit être écarté de toute consommation. C'est pareil, ça entraîne des pertes supplémentaires pour l'éleveur. Ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie ce qu'on appelle le pli de peau, en fait. Là, on voit bien, elle n'a pas de souci de déshydratation, là. Tout va bien. Je pense que l'élevage a toujours plus ou moins connu des périodes d'épizootie. Après, c'est vrai que, on va dire, ces 3-4 dernières années, je pense qu'on est un petit peu... on est un peu servi. Pour préserver la santé de ces vaches, Claire, elle, travaille en étroite collaboration avec Céline, vétérinaire à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Comment vas-tu? Salut. Alors quand on se met vraiment au niveau de l'élevage, on a deux grandes familles de facteurs qui vont favoriser l'arrivée d'une épizootie dans un élevage par rapport à un autre. C'est simplement des facteurs liés à l'environnement et aussi tous les facteurs qui vont dépendre de l'animal. L'animal va être plus ou moins solide pour résister à une maladie. Et notamment l'alimentation dont on a déjà parlé va influer là-dessus. On va avoir aussi son état immunitaire, est-ce qu'il a une bonne immunité, mais aussi la vaccination. La vaccination va lui permettre de mieux réagir de façon immunitaire à l'occurrence d'une maladie. Et enfin, troisième point, les stress.
Par exemple, le stress thermique va pouvoir avoir un impact plutôt négatif sur l'animal. Et le problème, c'est qu'une vache, par exemple, elle est en stress thermique dès 23 degrés. Donc on a beaucoup de choses à mettre en place dans les élevages bovins pour permettre aux animaux d'être le moins stressés au niveau de la chaleur possible. C'est bon. Hop. Donc il y a une zone où il n'y a pas de dents. Donc on peut mettre les doigts dedans. Concrètement, la dermatose nodulaire, ça va faire ce pic de fièvre qui peut donner plein de symptômes différents selon les vaches. Ce qui est le plus typique, mais qui n'est malheureusement que sur la moitié des vaches, ce sont des petits nodules sur l'ensemble de la peau. Le vétérinaire va refaire une partie des mêmes observations à ce que nous on appelle l'examen clinique, qui en fait consiste à regarder la vache du bout du nez au bout de la queue et de détecter tout ce qu'on pourrait voir. Des salivations, on peut détecter des yeux abîmés ou qui coulent. Donc on ferme l'œil et on ouvre et on voit que c'est bien rose. Et ça leur fait pas mal et ça permet de bien observer la couleur des muqueuses. On regarde bien les naseaux. Donc là on a du mucus tout à fait normal. Et là elle n'est pas d'accord, ça l'embête. Et je peux avoir la même chose, regardez ici aussi la couleur de la langue et des autres muqueuses buccales qui vont en général avec et voir s'il n'y a pas d'ulcère ou de choses comme ça. On va aussi détecter la douleur sur la tête de la vache dans son attitude, c'est-à-dire des yeux mi-clos, une tête un peu fermée. Alors c'est des choses qu'on sait depuis très récemment. Aujourd'hui on sait le détecter et c'est pour ça qu'on emploie vraiment très fréquemment et très facilement les anti-inflammatoires pour limiter cette douleur. On va observer l'hydratation, donc l'œil c'est vraiment une déshydratation importante, le pli de peau un petit peu moins, donc il doit bien revenir. On va avoir l'observation générale, on va regarder nous aussi le score de remplissage. On peut vraiment avoir un creux très important ici quand l'animal ne mange pas. Donc on va regarder effectivement les pieds. Par exemple, dans les cas de FCO ou des maladies actuelles, on peut avoir des pattes très très gonflées qui vont nous faire penser tout de suite à ce type de maladie. La prise de température souvent a déjà été faite par l'éleveur et on peut avoir une auscultation qui peut être complémentaire. Donc la zone du cœur où on va pouvoir entendre le bruit des battements. Si c'est accéléré, c'est que ça va aller avec de la fièvre. Les grandes maladies animales infectieuses sont réapparues au début des années 2000 sous forme de sévères épizooties dans différents pays d'Europe. Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène. Les épizooties aujourd'hui sont un problème vraiment actuel où on a une accélération en fait de ces phénomènes par deux raisons. L'accélération des échanges internationaux. Donc on peut avoir des échanges, les vecteurs peuvent arriver. En clair, un moucheron ou un moustique peuvent prendre l'avion de la même façon. Et on a une accélération aussi du changement climatique. C'est-à-dire que des moustiques ou des moucherons qui étaient autour du bassin méditerranéen vont se retrouver sous nos latitudes. Donc c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Et on a aussi un rapprochement à cause de ce changement climatique beaucoup plus important entre la faune sauvage, les animaux domestiques et finalement parfois l'homme. Pour comprendre, il faut avoir en tête que si la Terre compte 8 milliards d'humains, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture recensait en 2024 32 milliards de volailles, 2 milliards de bovins et 1 milliard de cochons. Au point que l'écologue Serge Morand propose de rebaptiser notre époque bovinocène ou gallinocène, du latin gallus, le poulet. Les élevages intensifs fragilisent les animaux. D'abord parce qu'ils sont génétiquement similaires. Les agents infectieux adorent les populations homogènes. C'est idéal pour se reproduire. Ensuite, ils sont nombreux et confinés. Cela favorise la diffusion des maladies qui peuvent circuler très vite d'un hôte à l'autre. En confinant des animaux génétiquement affaiblis, on sélectionne de manière artificielle les virus les plus pathogènes qui ne se seraient pas répandus dans la nature. Un autre facteur de fragilisation est le risque antibiotique. Pour compenser le risque infectieux élevé, on utilise des antibiotiques pour soigner les animaux. Mais l'usage intensif d'antibiotiques en élevage industriel est reconnu comme un facteur majeur d'augmentation de bactéries résistantes, ce qui complique la gestion des maladies animales. Face au risque de flambée épizootique, les institutions internationales misent sur la biosécurité, un ensemble de normes élaborées par l'ONU dans les années 2000 pour minimiser le risque. Mais quelles sont les armes dont nous disposons pour lutter contre ces épizooties ? Sur l'environnement, on a un élément clé qui est la biosécurité. C'est-à-dire que c'est une gestion des flux de tout ce qui va rentrer dans l'élevage, ce qui va circuler dans l'élevage et ce qui va en sortir. Mais ça concerne les animaux, donc on a des mises en quarantaine, des vérifications de la santé des animaux qui sont présents. On a aussi
Les humains, on vous a fait mettre des surbottes aujourd'hui parce qu'on peut marcher à des endroits qui peuvent contaminer avec certaines choses. On a des vêtements qu'on change pour pas que l'humain soit un facteur. Et on a aussi le matériel. Par exemple, quand les éleveurs se prêtent du matériel, tout est lavé, désinfecté entre chaque élevage. Chaque élevage est une entité avec son propre microbisme et il ne faut pas faire d'échange. On sécurise l'animal en lui donnant les meilleures conditions de vie possibles, que ce soit l'alimentation, le bâtiment. C'est-à-dire que quand on fait un bâtiment en vache laitière, ce n'est pas le même bâtiment que des volailles. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins. Un veau, par exemple, il a besoin de 15 degrés. Une vache, on disait tout à l'heure qu'elle produit sa propre chaleur, donc elle n'est pas bien à 23. Dans leurs versions les plus draconiennes, ces mesures de biosécurité aboutissent à des exploitations, comme cette ferme de 30 000 porcs en Chine, où les bêtes sont réparties dans des tours de 9 étages coupés de l'extérieur. Mais en France, la recherche sur la santé et le bien-être animal fait des progrès. Par exemple, entre 1999 et 2019, le tonnage d'antibiotiques vendu aux éleveurs a baissé de 1000 tonnes. Cette baisse témoigne d'une amélioration des pratiques. Claire est consciente que pour préserver les troupeaux, les éleveurs doivent s'adapter et remettre au centre la question du bien-être animal. On cherche constamment l'amélioration et le bien-être de nos animaux. Je pense que c'est important qu'on ait conscience de ça. Je pense que le plus grand risque pour un troupeau, c'est d'avoir un éleveur qui est isolé. Le plus grand danger du métier d'agriculteur, c'est d'être seul face à sa ferme. Je pense que c'est important d'aller voir à l'extérieur, de rencontrer du monde, de s'ouvrir aux nouvelles techniques, aux nouvelles pratiques. En tant qu'agriculteur, on peut se former au quotidien et suivre des formations en fait, proposées par la Chambre d'agriculture, voilà, comme une formation bien-être animal, acupuncture, médecine alternative. Je pense qu'aujourd'hui, on commence à avoir le recul, c'est-à-dire que plus on va instaurer du bien-être, forcément, plus elles vont nous le donner en retour. Pour répondre à cette menace, l'initiative One Health, une seule santé, est née au début des années 2000. Elle part du principe que la santé humaine individuelle est directement liée à la santé des animaux et de notre environnement. Ainsi, le réchauffement climatique, la pollution chimique de notre environnement, la perte de la biodiversité ou l'apparition d'épidémies mondiales, tous sont liés et ont un impact direct sur notre santé. Agathe Gignoux, de CIWF, se bat, elle, au niveau européen pour l'application des bonnes pratiques d'élevage. On s'appuie sur notamment ce qu'a pu écrire l'ANSES dans ses recommandations sur son bilan 2022. Elle recommande de dédensifier les élevages de manière géographique, mais aussi de dédensifier les animaux d'élevage dans les élevages eux-mêmes. Sur la crise de la DNC, malgré les pratiques d'élevage extensives, la filière bovine est fragilisée par une structuration de filière qui la rend dépendante économiquement du transport d'animaux et de l'export d'animaux, puisqu'on a plus de 90% des jeunes bovins, des mâles qui sont exportés, français, qui sont exportés en grande partie vers l'Italie. Et donc cette pratique qui soutient la propagation du virus, elle va aussi et surtout créer une dépendance économique à l'export. L'approche One Health promeut une approche intégrée et unifiée de la santé publique, animale et environnementale, aux échelles locales, nationales et planétaires. Parmi les recommandations que l'on préconise, il y a on va avoir un meilleur maillage territorial, puisque que ce soit pour l'élevage ou l'abattage, une bonne répartition des élevages sur le territoire, éviter des regroupements, un grand nombre d'exploitations dans une même zone, éviter les transports importants d'animaux et aussi les transports des effluents. C'est intéressant, donc ça veut dire maintenir un lien au sol. Et là, on parle des effluents notamment sur les filières avicoles et porcines. On va avoir des effluents d'élevage qui vont être en trop grande quantité pour être absorbés sur ce territoire, donc ils peuvent être transportés. Et à ce moment-là, ça peut aussi être un vecteur de transmission de maladie. Puis travailler sur des cheptels plus petits avec des densités d'élevage plus faibles, et puis la diversité génétique avec des races plus robustes et plus diverses. Forcément, on n'a pas envie que ça nous arrive à nous. Après, je pense qu'il faut aussi penser au collectif, il faut penser aux autres. C'est-à-dire que si jamais demain il m'arrivait, si j'avais un cas de dermatose sur mon troupeau, bien évidemment que je serais dévastée. Je reste persuadée que malheureusement, le protocole qui est induit par l'État à l'heure actuelle reste le plus efficace et on se doit de le respecter et on se doit aussi de respecter les limitations de mouvement d'animaux parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément joué le jeu de ce côté-là. Et voilà. Doucement. Il y en a certaines plus jalouses que d'autres, mais... Je pense que c'est à nous, éleveurs, de devoir s'adapter. On doit s'adapter et on s'est adapté et les éleveurs se sont toujours adaptés. Et si les éleveurs ne s'étaient pas adaptés, il n'y aurait plus de vaches aujourd'hui en France.
Effectivement, derrière les épizooties qui frappent les grands élevages modernes, se profile aussi le spectre d'une contamination humaine. Si l'infection est transmissible à l'humain, comme c'est le cas de la tuberculose ou du très célèbre Covid, eh bien on parle de zoonose. Les animaux d'élevage avec lesquels nous sommes en contact vont en quelque sorte humaniser le virus et le transmettre ensuite à l'homme par le biais d'un contact physique ou par l'alimentation. Moralité, plus l'homme déstabilise l'équilibre du monde sauvage et standardise l'élevage, plus il prend le risque de développer des pandémies mondiales.